Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. C'est l'été, il fait chaud et c'est l'épisode 89. Bonjour à toi, cher fidèle auditeur, chère fidèle auditrice. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Parler Cuisine. Au micro, c'est Marc et je vous retrouve avec notre grand expert Guy. Bonjour Guy. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Marc. Tu dis bonsoir, mais si la personne nous écoute le matin. Eh bien comme ça, elle saura que nous avons enregistré le soir. Voilà. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Les podcasts s'écoutent à toute heure. Et si vous écoutez ceci, c'est que probablement vous n'êtes pas en train de regarder le football. Donc on enregistre ceci en pleine Coupe du Monde 2018. Alors, il faut savoir que la Coupe du Monde, avec toutes mes équipes favorites qui jouent, notamment la France et la Belgique, sans compter l'Angleterre et quelques équipes africaines que je soutiens aussi. Et en plus, ils gagnent tous. Donc, ça accumulé avec une sinusite, pas piqué des verres, je veux dire que j'ai pris un petit peu de retard. Et puis, Guy n'étant pas totalement disponible en période de mois de juin, non, avec les examens. Donc, j'ai une petite pensée, une petite pensée de sympathie avec les étudiants qui doivent cumuler canicule, terrasse, l'appel des terrasses, l'appel des repas au jardin, des barbecues avec les études. Maintenant, nous sommes fin juin, donc ils ont quand même quasiment tous terminé en principe à étudier et à répondre aux nombreuses questions qu'on ne manque pas de leur poser. C'est vraiment plutôt l'époque des délibérations et c'est l'attente fébrile des résultats. Peut-être qu'en France, finalement, les étudiants prolonge un petit peu par rapport à la Belgique, mais chez nous, tout est terminé pour la fin du mois de juin. Tandis qu'en France, je pense que les résultats du bac s'annoncent début juillet. Enfin, voilà. Ah oui, plaignez-vous, parce qu'ici, en Angleterre, les vacances d'été commencent le 21 juillet. Ah ben voilà. Donc, je me retrouve encore avec les enfants pendant les trois premières semaines du mois de juillet. Ce qui fait pas l'affaire quand on a de la famille en France. Avec les enfants après le 21 juillet aussi, de toute façon. Oui, mais on est quand même bien pratique. L'école, c'est quand même bien pratique pour garder les enfants pendant que toi, tu travailles. Ah oui, ça c'est clair, que l'école a des vertus insoupçonnées. À défaut de... malgré toutes les critiques. Oui, à défaut de préparer correctement mes enfants à la vie, au moins, ils m'empêchent de me pourrir la mienne. Et si nous parlions un petit peu cuisine quand même, parce que c'est le slogan de notre podcast. Voilà. Parce que savoir le podcast sur l'enseignement, c'est pour d'autres personnes, ce n'est pas pour nous. Non, mais justement, je voulais introduire le fait que j'avais un jour un collègue qui est revenu, parce que c'est une grande tradition ici quand on rentre du week-end, on demande à ses collègues, t'as passé un bon week-end? Et il avait fait très beau ce jour-là, ce qui en Angleterre est très rare. Et mon collègue avait dit, oui, j'ai fait un barbecue avec mes enfants. Et à quoi j'ai répondu, est-ce qu'ils étaient bons? Il n'a pas compris tout de suite. Il n'a pas compris tout de suite. Mais tu l'as dit en anglais ou en français? Oui, c'est en anglais. Parce que la nuance en français, enfin le jeu de mots est audible en français, mais je ne sais pas s'il est également en anglais. C'est comme le gars qui a dit qu'il a joué au football avec ses enfants. Je trouve ça cruel. Voilà. C'est cruel, Bon. Voilà. Bon, c'était des blagues de circonstances de très mauvais goût. Je rappelle quand même que le football avec les nains est tout à fait interdit, parce que c'est vrai que c'était une réalité. Il y a quelques années, il se jouait plutôt au football avec des personnes de petite taille qui acceptaient d'être le ballon, ce qui est quand même un peu cruel, et elles acceptaient malgré tout. Et alors, ça a été interdit pour une question de respect des personnes, bien entendu. Oui, mais le podcast pour les nains, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous non plus. Donc, on était dans la série des barbecues, et des repas d'été, parce que je ne voudrais quand même pas qu'on s'imagine que le barbecue est le seul et unique repas possible l'été. D'ailleurs, dans quelques épisodes, nous ouvrirons une partie sur des plats d'été et sur le pique-nique ou sur les agréments du repas panier lorsqu'on veut se balader. Voilà. Exactement. Donc, oui. L'idée, c'était de manger à l'extérieur, c'est de sortir de sa maison. Voilà, c'est ça. C'était de manger hors de ses murs. Voilà. Que ce soit dans son propre jardin ou dans un parc ou lors d'une balade, par exemple. En plein air. En plein air, voilà, pour profiter pleinement du soleil et du beau temps. Et donc la dernière fois, tu nous as très bien entretenu sur les cuissons de viande, les points de cuisson de viande. Très intéressant. Mais on a vu, disons, les bases du barbecue. On a vu un petit peu les appareils. On a parlé des points de cuisson des viandes. Et puis maintenant, quand on veut cuire une viande, évidemment, c'est un petit peu bizarre parce que j'aurais normalement dû parler d'abord des marinades.
et puis seulement parler des températures de cuisson. Néanmoins, on n'est pas toujours obligé de faire mariner sa viande. Donc, c'était logique qu'on parle des points de cuisson et puis qu'on parle éventuellement des marinades pour ceux ou celles qui veulent faire mariner leur viande. Alors, je ne sais pas comment ça va dans les divers pays du monde qui nous écoutent, mais en tout cas, en Europe occidentale, au moment de l'été, quand on fait les barbecues, on trouve des viandes, je dirais, spécifiquement destinées au barbecue, à savoir des viandes qu'on a mis à mariner. Alors, en règle générale, qu'est-ce que c'est? Ce sont des viandes qui ne sont pas des viandes hachées. C'est quand même plutôt rare d'avoir des viandes hachées marinées. C'est quand même plus difficile parce qu'il faut quand même les remuer à l'intérieur de la marinade. Et la viande risque de se désagréger. Donc, un steak haché mariné, c'est quand même plutôt rare. Par contre, comme on va le voir, vous pouvez très bien, avec un pinceau, badigeonner au moment de la cuisson une viande hachée, autant qu'elle soit, disons, compactée, de manière à lui donner un goût spécifique. Mais c'est quoi le but de la marinade? Alors justement, voilà, nous y venons. Qu'est-ce que c'est qu'une marinade et à quoi elle sert? Alors, il existe toute une série de types de marinades. On va essayer un petit peu de les classer pour y voir clair. Le but d'une marinade, c'est de donner du goût à une viande et c'est aussi, je dirais, de l'attendrir. C'était également anciennement un moyen de conservation, parce qu'ici, on parle des viandes marinées pour le barbecue, mais on oublie que, par exemple, à l'automne, on va faire mariner toute une série de viandes, généralement du gibier, pour en faire des plats en sauce. Quand on fait un coq au vin, un coq à la bourguignonne, eh bien, on fait mariner ces morceaux de coq dans du vin rouge, avec toute une série d'aromates et de légumes. Lorsqu'on fait un civet de gibier, un civet de marcassin, un civet de cerf, un civet de sanglier, de tout ce que vous voulez, un civet de lièvre, on fait également mariner sa viande dans du vin rouge avec un petit peu de vinaigre, avec des légumes, avec des aromates. C'était un moyen de conservation parce que maintenant, évidemment, nous avons nos réfrigérateurs, mais anciennement, on avait juste sa cave et son saloir. Bien sûr, la cave, elle est à une température d'une dizaine de degrés. Il faisait un petit peu plus froid anciennement que maintenant. Mais ce n'est quand même pas la température idéale pour conserver des viandes très longtemps. Donc, on les mettait soit au sel, soit éventuellement en marinade pour la conserver pendant 2-3 jours. Et on s'était rendu compte que le fait d'immerger de la viande avec avec des aromates ou des légumes dans un liquide qui plus est alcoolisé, permettait de garder sa viande en bon état, tout en améliorant sa texture et son goût. Alors, une marinade de type viande gibier ou bien coq au vin consiste à prendre un vin. Donc, un vin, naturellement, c'est un produit qui se conserve sans additifs, sans adjonction. Donc, quand un vin a 12, 13, 14 degrés, c'est un produit de conservation, dans le sens où il se conserve par lui-même. On ne doit pas mettre des produits. Alors, quand vous immergez une viande dans le vin, dans le liquide en question, avec des aromates, vous créez une absence d'air, puisque la viande, en principe, est entièrement immergée dans le produit liquide. Alors, on mettait en plus un tout petit peu de vinaigre et on mettait même un tout petit peu d'huile. Alors, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, c'est que le vinaigre renforçait le pouvoir conservateur de la marinade. Le vinaigre avait comme principe également de pénétrer la chair et de permettre à la marinade de donner tout son goût. Et alors, le fait de mettre de l'huile, on se disait, mais bon, vu de l'extérieur, quoi, ça peut bien servir de l'huile, puisque l'huile, naturellement, va flotter au-dessus d'un liquide qui est plus lourd et qui est le vin, qui a une densité approximative, disons, proche de celle de l'eau. Eh bien, l'huile formait un film, en réalité. Ça donc faisait vous barrière. C'est-à-dire que l'huile, comme elle flottait au-dessus, même si vous en mettiez que l'équivalent de 1 ou 2 millimètres, je dirais, d'épaisseur au-dessus de la marinade, elle finissait par faire elle faisait obstacle à la pénétration de l'air. Donc, si un petit morceau de viande, par exemple, venait à affleurer à la surface, vous aviez l'huile qui faisait barrage entre l'oxygène de l'air et le produit qui était dans la marinade. Donc, on conserve d'ailleurs encore toujours, je dirais, certaines choses dans de l'huile, des mini poivrons, des olives, des sardines. Des sardines. Oui, mais là, il y a une boîte qui ferme. Oui. Mais je parle pour un récipient qui est ouvert. On trouve actuellement dans les grandes surfaces, par exemple, des mini poivrons farcis avec du fromage de chèvre en huile. On les trouve également en conserve et on les trouve également dans des barquettes avec un opercule sous vide. Donc, l'huile a aussi été un moyen de conservation. Alors, maintenant, en ce qui concerne les marinades destinées aux viandes qu'on va utiliser tout de suite ou éventuellement aux poissons, il y a 2 types de marinades. Il y a des marinades pour les produits qui vont être consommés, je dirais, frais tels quels, sans être cuits. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Et puis, il y a des marinades qui sont destinées à faire mariner des produits qu'on va cuire, que ce soit au grill, que ce soit à la broche, que ce soit
éventuellement, bien entendu, sur une pierrade, sur une plaque, je dirais une plaque chaude, enfin tout ce que vous voulez. Même éventuellement à la poêle. Alors, premièrement, les marinades qui sont destinées, je vais dire, à opérer une cuisson chimique de certains produits pour les manger crus, ce sont les fameux carpaccio. Alors que ce soit un carpaccio de viande ou, comme c'est quand même un petit peu plus la mode maintenant, des carpaccio de poisson ou de coquillage, la coquille Saint-Jacques par exemple, c'est une marinade qui est presque instantanée. Il ne faut l'utiliser qu'au dernier moment, parce que sinon vous allez opérer une cuisson chimique de la viande qui va être trop prononcée et votre produit ne sera plus joli. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On découpe, par exemple, ces coquilles Saint-Jacques, et ça, je rappelle quand même qu'elles doivent être ultra fraîches, et il faut travailler dans des conditions d'hygiène, je dirais, absolues, si possible avec des gants d'ailleurs. On découpe les noix de coquilles Saint-Jacques qu'on a achetées chez son poissonnier, ou qu'on a éventuellement acheté et qu'on vient vous livrer dans des petits seaux. Souvent, ce sont celles qui viennent du Canada qui sont livrées comme ça, dans une espèce de saumure. On les rince. On les coupe le plus finement possible. Donc, une noix de Saint-Jacques, ça va se couper en, je dirais, 5, 6, 7 épaisseurs selon la taille de la noix. On dispose de la noix de Saint-Jacques émincée sur une assiette. Et puis, avec un pinceau, on va badigeonner les fines tranches de coquille Saint-Jacques avec un mélange, une huile, un acide. C'est souvent du jus de citron vert. Et puis, on va ajouter là au-dessus de ça des épices, des baies. On va par exemple ajouter des baies roses, du poivre vert, des zestes d'agrumes blanchis finement émincés. On va ajouter de la noix de coco. Enfin, là, c'est un petit peu le libre cours à toute l'imagination qu'on peut avoir. Alors, quel est le danger d'une marinade? Alors, on les juste, je dirais, on les juste mariner pendant 2-3 minutes et puis on sert. Bien sûr, on sale et on poivre. Quel est le danger d'une marinade si on la laisse trop longtemps agir sur le produit, ou si, par exemple, elle contiendrait trop d'acide? Eh bien, c'est que la cuisson va être néfaste, essentiellement à la présentation. Pas tellement au goût, mais à la présentation. Et on le voit quand on émince du saumon finement. Le saumon a une chair rose, et lorsqu'on le laisse en marinade trop longtemps, eh bien, la chair va devenir blanchâtre. Donc, ce n'est plus du tout le but recherché, puisque il va y avoir cette cuisson chimique due au sel et due à l'acide, qui va changer malgré tout la texture du produit, qui va changer sa couleur, et c'est nettement moins agréable. Alors, je ne vais pas vous donner ici 50 recettes de marinade instantanées. Pourquoi? Parce que vous en trouverez, je dirais, tant que vous voulez, sur Internet. Donc, vous avez compris le principe, et ce que je préfère, c'est quand même toujours vous expliquer les principes, plutôt que donner bêtement des recettes sans qu'on ne comprenne comment elles agissent. Google est votre ami. Ah, pour ça, Google est votre ami, et Internet est vraiment votre ami. Alors, qu'est-ce qu'on doit respecter? Bon, c'est vraiment la mode actuellement, depuis comme quelques années, c'est de faire des carpaccio de fruits de mer, de poissons, etc. On doit vraiment respecter une utilisation rapide et surtout ne pas laisser le produit, une fois qu'on l'a dressé, enfin qu'il est dressé sur l'assiette, il faut le consommer rapidement. Il faut pas se mettre à traîner et à se demander ce qu'on va faire, surtout si on laisse les assiettes, par exemple, exposées où il fait chaud au soleil, etc. Donc, ça doit vraiment se faire très rapidement. Idem pour les viandes rouges que l'on traiterait en carpaccio de la même manière. C'est un petit peu moins fragile que le poisson, ça c'est quand même un avantage. Mais une fois que vous avez mis la marinade, et je dis toujours, il faut la mettre au pinceau pour que ça permet de la répartir convenablement sur toute l'assiette. Ne prenez pas, par exemple, une bouteille d'huile et versez un filet comme ça, n'importe comment. Le mieux, c'est quand même de travailler qu'un pinceau. Vous mettez votre huile, vous mettez votre vinaigre dans ce cas-ci. On met beaucoup plus rarement, par exemple, du jus de citron acide sur un carpaccio. Ça peut se faire, mais en règle générale, on peut utiliser à ce moment-là un très très bon vinaigre de vin, un vinaigre balsamique, c'est quand même la grande mode. Maintenant, quand on dit vinaigre balsamique, il y a, disons, les meilleurs et les pires des choses. On a tellement popularisé le vinaigre balsamique que maintenant, on vous vend sous l'appellation ou sous le nom de vinaigre balsamique des choses qui ne sont pas réellement du vinaigre balsamique. Un véritable vinaigre balsamique, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il coûte cher. Quand on vous vend, je dirais, un demi-litre de vinaigre balsamique pour quelques euros, ben vous pouvez être quasiment certain que c'est un ersatz qui donne l'impression d'être un vinaigre balsamique, mais qui n'en est pas un. Alors de nouveau, vous allez voir sur Internet, vous trouverez toute une série de recettes. Généralement, on sert le carpaccio de bœuf avec des petits copeaux de parmesan. On peut mettre des herbes et des aromates d'origine méditerranéenne. On peut mettre par exemple de la tomate séchée, coupée en tout petits morceaux. On peut servir ça, et si vous vous rappelez de ce qu'on avait fait, Marc, un repas ensemble, j'avais préparé ça
avec un petit gâteau d'aubergines et de courgettes marinées à l'huile. Hein, ça remonte quand même à quelques années, mais enfin voilà. Et de la roquette et du parmesan. Donc il y a moyen vraiment de faire des choses qui sont vraiment très 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 chouettes, tant en présentation qu'en goût. Hein, il suffit d'un petit peu de réfléchir. Il y a toute une série d'herbes fraîches qui se marient très très bien avec les carpaccio de viande, hein, surtout de l'origan, de la marjolaine, sans oublier du thym frais, la sarriette, le romarin, la coriandre, la ciboulette, pour ne citer que les herbes, disons, les plus communes, hein, mais aussi le basilic, il y a l'estragon. Là, c'est vraiment l'imagination au pouvoir. Donc, on a parlé des marinades instantanées pour manger les produits crus. Maintenant, il y a également des marinades instantanées pour, je dirais, manger des produits qu'on va cuire, mais où la marinade va être relativement courte, à savoir un quart d'heure, je dirais 20 minutes au maximum. Et ce sont des marinades que l'on va essentiellement appliquer, par exemple, à un produit qui est très tendre et qui prend vite la marinade, c'est le blanc de volaille. Hein. Oui. Donc, on peut très très bien appliquer donc de la même chose. Hein. On prend un récipient, un bac, on met ces blancs de volaille, on va arroser avec un petit peu d'huile, une huile de cuisson de préférence, avec éventuellement un petit peu de jus de citron, un tout petit peu de vinaigre, on met des épices au choix. On retourne convenablement les morceaux de viande. Alors, question, est-ce qu'on les sale ou est-ce qu'on ne les sale pas? Alors, moi, j'aime autant dire qu'on ne doit pas saler une marinade. Pourquoi? Parce que vous avez essentiellement de l'huile. Or, l'huile et le sel ne se mélangent pas l'un avec l'autre. Le sel n'est soluble que dans les éléments liquides aqueux, donc dans de l'eau ou dans du vinaigre. Le sel a d'autre part un inconvénient, c'est que lorsqu'il touche la viande, il va extraire de l'eau de cette viande. Si vous extrayez de l'eau va se retrouver dans la marinade. Donc, quand je dis de l'eau, c'est en fait du jus de viande. En réalité, c'est de l'eau qui est donc interstitielle, qui est entre les cellules de la viande. Cette eau va se retrouver dans la marinade. Votre viande va donc être un peu plus sèche. Et cette eau, vous ne savez pas la faire réintégrer la viande. Hein, donc, c'est un petit peu bête de mettre le sel à ce moment-là. Il est encore largement temps de saler la viande lorsque vous la déposez sur le grill, voire même en fin de cuisson. Hein, ça ne pose aucun problème. Donc si on met du sel, ça va diluer la marinade, donc diminuer le goût. Non, ça ne dilue pas la marinade. Enfin, ça dilue la marinade de par l'eau qu'on va extraire de la viande. Or, dans quasiment toutes les recettes de marinade, on vous dit de mettre du sel et des épices. Alors, n'ayez pas peur de mettre les épices. Au contraire, les épices, il faut les mettre, hein, que ce soit, disons, banalement du poivre, mais ça peut être toutes les autres épices dont vous avez envie et qui s'harmoniseront avec la viande, la préparation que vous souhaitez faire. Mais le sel, moi, je vous conseille, c'est de le mettre après, de ne pas le mettre, donc de le mettre dès le moment où vous mettez en cuisson, par exemple, mais de ne pas le mettre dans la marinade proprement dite. Ben, ça, c'est mon principe, c'est mon point de vue. Peut-être que quelqu'un arrivera à vous démontrer qu'il vaut mieux faire autrement que ce que je ne raconte, et je respecte tous les points de vue, mais enfin, je vous donne mon point de vue, je dirais, comme ça. Alors, on peut également appliquer une marinade pour une cuisson qui va être assez rapidement, disons qui va suivre la marinade. C'est par exemple pour les poissons de type dard de saumon. Hein, c'est un très grand classique également. Lorsque vous devez cuire une dard de saumon sur le grill, généralement vous la faites mariner aussi. Donc de nouveau de l'huile, un petit filet de jus de citron, des épices, hein, banalement du poivre, mais sinon vous pouvez évidemment mettre des herbes déshydratées ou bien des épices moulues. Et ensuite, vous faites donc mariner votre morceau de saumon, votre dard en l'occurrence. Bien entendu, on les retourne et puis on les met à cuire sur le grill. Et vous verrez qu'il va y avoir comme ça une pénétration, je dirais, des goûts que vous avez mis dans votre marinade, dans votre chair de poisson. Ok. Alors maintenant, je vais parler d'une recette générale de marinade qui m'a été donnée il y a une trentaine d'années. Et je vais dire que c'est un petit peu la marinade, pas dire fourre-tout, mais la marinade qui sert à tout, quoi. Hein, voilà. Mais dis-moi, pour les épices, est-ce qu'on peut réutiliser, par exemple, les mélanges d'épices qu'on trouve déjà tout fait dans le commerce? Alors tout à fait. Donc, on peut cuire par exemple des viandes rôties comme le poulet avec une épice spécifique poulet. Alors, certains grands chefs ne veulent absolument pas en entendre parler. Bon, j'avais un patron qui ne voulait absolument pas entendre parler de ce genre de produits. Moi, par contre, je les aime assez parce que ils permettent de spécifier, je dirais, les viandes et les types de préparation. Vous avez, bon, par exemple, l'épice à poulet traditionnelle qui contient généralement du paprika et un petit peu de curry. Oui. Et puis, vous avez des épices plus exotiques, des épices orientales, hein,
Vous avez du mélange thaïlandais, du mélange chinois, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est ce qu'on appelle une marinade sèche. Je vais vous donner ici après quelques idées de recettes de marinade sèche que je n'ai pas inventées, que j'ai trouvé dans un livre que j'ai acheté il y a quelques semaines et dont je vous donne les références maintenant parce que je trouve que c'est un bouquin qui est quand même pas mal fait. Alors le bouquin s'appelle Comment devenir le roi du barbecue, avec un petit sous-titre qui est le livre ultime pour maîtriser le feu. Et on doit ce livre qui est publié en français chez Hachette à un monsieur qui s'appelle George Althuizen, qui a été champion du monde de barbecue. C'est un monsieur qui est originaire des Pays-Bas, de la ville de Delft, et qui a commis comme ça un superbe livre qui traite du barbecue avec des dizaines et des dizaines de recettes, de superbes photos. Alors les champions du barbecue, généralement, ce sont des Américains parce que ils organisent comme ça des championnats. Ils sont vraiment passés maîtres dans l'art du barbecue, essentiellement le barbecue de viande d'ailleurs. Hein. Oui. Oui, comme ça, ils vont rôtir, ils vont griller des morceaux énormes de viande. Hein. Bon, c'est vraiment pour ce qu'on appellera des amateurs, des mangeurs, des carnivores, des mangeurs de viande. Je pense que si quelqu'un est vegan et qu'il assiste à ce genre de barbecue, il attrape une crise cardiaque parce que il va frémir d'indignation en voyant quasiment des trains de côte de porc entiers ou de bœuf grillés sur le barbecue. Ah, du cadavre d'animal mort. Des cadavres d'animal mort, voilà. Alors, donc vous pouvez utiliser, par exemple, toutes les épices spécifiques qui sont généralement des mélanges que les grandes marques réalisent. Hein. Vous avez, bon, on va comme citer des noms puisqu'on n'est pas... on trouve même en marque de distributeur dans les supermarchés. Oui, on trouve même en marque de distributeur. Alors on les trouve également, hein, par exemple, chez Ducros pour citer une marque, disons française qui est assez connue. Donc vous avez toutes sortes d'épices. Et je vais prendre un exemple. Vous avez par exemple les épices de type épices mexicaines, hein, et épices à paella. Vous pouvez très très bien utiliser l'épice à paella qu'on met normalement dans le riz pour le cuire, pour assaisonner vos viandes et leur donner un goût particulier qui rappellera évidemment le goût de la paella. Alors comment va-t-on faire pour utiliser ces épices et pour faire mariner sa viande? Il ne faut pas faire mariner sa viande comme ça avec des épices à sec pendant 3 jours. Hein. Vous prenez de nouveau un récipient propre, vous mettez déjà dans le fond un petit peu d'épices que vous aurez choisi, du mélange que vous avez choisi. Vous mettez votre viande, vous ressaupoudrez d'épices, vous tapotez convenablement, je dirais avec vos mains sur la viande pour faire pénétrer les épices, en tout cas pour les faire adhérer, et puis vous laissez mariner comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Vous pourriez même monter à 1 heure, avec une petite, je dirais, une petite restriction dans mes explications. C'est que vous avez certaines épices qui ne contiennent que des herbes ou des épices, et vous en avez d'autres qui contiennent également du sel. Et on va retrouver à ce moment-là le même point de vue que pour des marinades instantanées pour les produits crus, c'est que s'il y a du sel, le sel va attirer l'eau de votre produit. Donc je préfère vous dire, utilisez de manière, je dirais, judicieuse des mélanges d'épices non salées. Ils sont un petit peu plus difficiles à trouver que ceux qui sont salés. Maintenant, ce ne sera pas un drame si vous mettez une épice salée. Qu'est-ce qui va se passer? Votre viande va s'humidifier légèrement. Alors, autre petite précaution. Quand vous mettez une viande sur un barbecue, il faut qu'elle soit graissée, qu'elle soit huilée. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas une viande qui est graissée, lorsque vous la mettez sur la grille chaude, la grille étant souvent très chaude, parfois elle va coller. Voilà, exactement. Or, il faut bien vous dire qu'une viande qui colle sur un barbecue, quand vous devez la retourner ou la bouger, vous allez arracher une partie de la chair qui a collé. Et cette chair, elle va rester sur le grill et elle va finir par carboniser. Et c'est finalement ce qui fait la difficulté ultérieure de nettoyer votre barbecue. C'est que vous avez comme ça des produits qui attachent et qui collent. Et bien souvent, on voit les gens prendre les viandes directement du paquet du boucher, les déposer sur le barbecue, hein, sans les graisser, sans les huiler. Et vous avez comme ça des viandes qui vont évidemment avoir des marques qui seront noires sur la viande, hein, puisque bon, la grille va marquer. Mais ce n'est pas bon d'un point de vue de la santé. Hein. Ce sont des protéines carbonisées que vous allez retrouver comme ça sur vos produits. Ben, ce sont des toxines, ce n'est pas bon. Tout ce qui est carbonisé, il faut bien vous dire une chose, que ce soit une cigarette quand vous la fumez ou que ce soit un bout de bois, il vous viendrait pas l'idée de manger un bout de bois carbonisé. Autant vous dire que c'est pas la peine non plus de manger de la viande où il y a des traces de carbonisation dessus. En tout cas, il faut les éviter au maximum. Donc, lorsque vous allez devoir huiler cette viande qui a été marinée à sec avec des épices, il y a 2 solutions.
La plus belle, c'est quand même de faire ça avec un pinceau. Alors, petit conseil, de nouveau, j'ai toute une série de pinceaux. Il faut prendre des pinceaux qui soient extrêmement souples. Alors, on vend maintenant toute une série de pinceaux, de type pinceau en silicone, etc. Autant vous dire que ça a de belles couleurs, hein, rose fluo, vert pomme, tout ce qu'on veut, mais ça marche pas très bien. Alors, on se dit, mais on avec peut des gros poils comme ça. Avec des gros poils comme ça, il y en a 20 sur le pinceau et puis c'est tout. Ça ne marche pas très bien parce que ça ne prend pas très bien l'huile. Il y a les autres types de pinceaux qui sont des pinceaux en poils d'origine végétale et puis des pinceaux en poils d'origine animale. Alors, je me suis laissé dire qu'en France, enfin je l'ai lu en tout cas, et de manière professionnelle, ces pinceaux-là en poils d'origine animale en tout cas étaient interdits pour une raison toute simple. C'est qu'on fait maintenant la chasse aux bactéries sous toutes les formes, hein, et qu'on se dit, oui, mais attention, un poil d'origine animale, il est chargé en bactéries. Comme c'est un poil qui est creux, les bactéries peuvent aller se cacher à l'intérieur du tube, hein, du poil, hein, et puis contaminer les aliments. Bon, ça c'est pour les professionnels. Le privé, le particulier fait encore ce qu'il veut. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est nettoyer convenablement son pinceau après. Ne graissez pas vos viandes ou quoi que ce soit avec un pinceau, hein, sans le nettoyer, et puis dire, je vais le nettoyer 2 jours ou 3 jours plus tard. Non. Un pinceau, pour le nettoyer correctement, de l'eau bouillante, une petite goutte d'un détergent vaisselle habituel, bien agiter le pinceau, je dirais, à plusieurs reprises, exprimer surtout, je dirais, avec les doigts, le pouce et l'index, exprimer surtout les saletés, entre guillemets, qui vont sortir des poils du pinceau, répéter l'opération 2-3 fois, puis le rincer de nouveau, je vais dire, à l'eau bouillante 2-3 fois, de nouveau en exprimant convenablement ce qui sort des poils, et ensuite, il faut le sécher. Alors le sécher, c'est pas n'importe comment, c'est pas prendre simplement un papier essuie-tout, hein, ou un torchon de vaisselle et essayer de le sécher. Le mieux, et ça je le fais aussi régulièrement, c'est de le sécher avec un sèche-cheveux. Bon, vous ne devez pas faire ça, je dirais, en plein pendant votre barbecue, mais vous le faites après le service. Hein, vous nettoyez convenablement votre pinceau et vous le séchez, si possible, au sèche-cheveux pour ne pas qu'il soit humide. Parce que finalement, qu'est-ce qui va donner, je dirais, un pinceau chargé de bactéries? C'est le fait de garder les poils humides. Il restera toujours des petites traces microscopiques de nourriture et des bactéries, elles adorent ça. Normalement, un pinceau, ça se sèche la tête en bas, non? Ah, moi, quand je le fais sécher, je le fais sécher la tête en haut, personnellement, hein, parce que si vous le séchez la tête en bas, vous allez écraser les poils sur le support du pinceau. Justement, ou alors il faut l'accrocher avec. Il faut le pendre, oui. Ah, il faut le pendre. Ça c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut prendre un pinceau avec un trou dans le manche pour le pendre. Exactement. Ça, si vous le pendez, je n'ai rien dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si vous ne savez pas pendre votre pinceau, vous devez le faire sécher la tête en haut pour que justement il ne soit pas aggloméré contre la surface qu'il supporte. Voilà. Petit conseil et dernier conseil concernant les pinceaux, ainsi vous saurez quel est mon point de vue. Le véritable pinceau qui était jadis en poil de martre était le pinceau idéal. C'est un pinceau d'une souplesse incroyable. C'est lui qui sert par exemple à faire les dorures sur les produits briochés avant de les mettre au four. Or, il faut un pinceau qui soit extrêmement souple pour ne pas blesser, je dirais, la fine croûte qui s'est formée sur vos produits après avoir été mis à l'étuve. Alors les pinceaux en poil de martre, bon, je pense que ça n'existe plus parce qu'à mon avis, on va protéger les martres également. Et ces petites bêtes-là, finalement, n'ont rien demandé, donc autant leur fiche la paix. Par contre, il existe toujours des pinceaux en soie d'origine animale qui ont été assouplis chimiquement et qui sont extrêmement utiles. Ne pas prendre un pinceau trop épais, prendre au contraire un pinceau qui soit éventuellement large, mais surtout très mince au niveau de la quantité des poils qu'il a. Donc parfois, on trouve des pinceaux qui ont 2-3 millimètres d'épaisseur, ce sont les meilleurs. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il faut prendre un pinceau pour huiler la viande avant de la déposer sur le barbecue? Parce que si vous allez si vous déposez votre viande dans un bain d'huile par exemple, vous allez avoir la moitié des épices qui vont s'en aller. Donc ce n'est pas la bonne idée. Oui. Ok? Donc l'idéal c'est de pouvoir huiler, je dirais, la viande au pinceau sur une assiette. Alors si vous la retirez du récipient, vous l'avez fait mariner à sec, vous la mettez sur une assiette, vous la huilez avec précaution, vous la retournez, et vous n'êtes même pas obligé de la retourner, de la huiler de l'autre côté, parce que ça, vous pouvez très bien le faire quand elle est déjà sur le barbecue. Alors, il existe encore un autre type de marinade, et celle-là, je l'ai pratiquée pendant 2 ans et demi, 3 ans. Il y a un petit problème que tu oublies de mentionner avec l'huile, c'est qu'ici, on en met trop, l'huile goûte, et quand ça tombe sur les braises chaudes, ça fait des flammes. C'est la raison pour laquelle le fait de mettre au pinceau, vous contrôlez
la quantité d'huile que vous mettez, évidemment. C'est pas bêtement de la tremper dans l'huile, comme ça on est certain que ça couvre tout, mais après ça dégouline, quoi. Maintenant, j'allais en parler donc vraiment ici dans les quelques mots qui vont suivre. J'ai travaillé comme grillardin le week-end dans un restaurant qui est extrêmement réputé pour ses viandes, je dirais quasiment du producteur au consommateur. C'est un restaurant qui jouxtait une ferme et un abattoir qui était présent dans cette ferme. Et on courait de 50 kilomètres à la ronde pour manger des viandes dans ce restaurant qui n'existe plus, qui a été démoli d'ailleurs. Mais c'était vraiment le succès de l'époque. On servait en plus des côtes à l'os de taille, je dirais gargantuesque, des Châteaubriand, 2 couverts, mais qui auraient pu servir à nourrir, je dirais, une famille de 4 personnes pendant 2 jours. C'était vraiment la réputation de la maison. Et bon, là, je n'étais pas le chef, j'étais, disons, son assistant en cuisine. On sortait les viandes du frigo, du réfrigérateur, à la commande, bien entendu. Et alors, il avait un grand bac en inox avec de l'huile, dans laquelle il mettait des épices. Bon, c'était pas compliqué. C'était de l'huile de cuisson, de l'huile de type huile de pépin de raisin, quelque chose comme ça, ou bien huile d'arachide. Et il mettait des herbes de Provence dedans. Et alors, on demandait une côte à l'os, et bien paf, dès le moment où on faisait l'annonce du bon de commande, on sortait la côte à l'os, on la mettait dans ce bain d'huile qui faisait certainement 7-8 cm d'épaisseur. Donc la viande était complètement immergée et on l'y laissait jusqu'au moment de la cuire. Comme l'huile était à température ambiante, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, elle réchauffait, disons déjà la viande beaucoup plus rapidement que si on l'avait laissée à l'air. Je rappelle qu'un liquide a un pouvoir, l'eau en tout cas, a un pouvoir, je dirais, de transfert de calories qui est 25 fois plus puissant que l'air. Donc, il faut laisser une pièce de viande à même température 25 minutes à l'air pour simplement l'immerger dans un liquide pendant une seule minute. Donc vous imaginez bien que lorsqu'on laissait la viande pendant 5 ou 6 minutes dans le bain d'huile, c'est comme si on l'avait laissé à l'air pendant 1h15, 1h30. Donc c'était une manière de lui donner sa température, je dirais, de cuisson. Je ne dis pas qu'à cœur on pouvait amener la viande à 20 degrés, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, une bonne partie de l'épaisseur de la viande avait déjà été mise à une température qui ne faisait pas que la viande se rétractait lorsqu'on la mettait sur le grill. Alors, avec une fourchette diapason, ce sont les grandes fourchettes de cuisinier à 2 dents, j'extrayais sans trop la piquer, j'extrayais le morceau de viande, je le plaçais sur un plat en inox. Là, la viande s'égouttait un peu et puis on la déposait sur le grill. Effectivement, j'ai quand même eu la blague, je devais quand même surveiller cette affaire-là, parce que lorsque vous avez de l'huile qui dégouline dans des braises, même si ce sont des braises qui sont presque refroidies, elles sont encore parfois suffisamment chaudes que pour mettre le feu à l'huile. Et il m'est arrivé d'avoir un jour, ça m'est arrivé une seule fois sur 3 ans, j'ai dû retourner en cuisine, la viande cuisait parce que ça se faisait en salle devant les clients. Et puis j'entendais des gens qui discutaient un petit peu fort, je suis vite revenu en salle et il se fait que l'huile avait pris feu et que le morceau de viande commençait à flamber dangereusement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré le morceau de viande, enfin j'ai retiré le morceau de viande, on l'a jeté tout simplement, et puis on en a remis un nouveau. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'on mange les bénéfices. C'est comme ça qu'on mange les bénéfices, mais enfin il n'y a pas de problème, c'était une maison qui faisait de beaux bénéfices. Voilà, donc ça c'est un autre type de marinade qui permet, mais là il a évidemment que de la matière grasse et des herbes, et qui permet, je dirais, à la viande de prendre température. Alors, je vais vous donner également une recette maintenant qui date qu'on m'a donnée il y a une bonne 30aine d'années, et qui est une marinade que vous pouvez réaliser à l'avance et que vous allez pouvoir utiliser selon vos besoins, parce que vous allez la garder dans une petite bouteille. Alors, vous pouvez même la garder dans une bouteille au frigo. C'est une recette que je ne donne pas à tout le monde, et pourtant elle est très simple. C'est pour quelle viande? Écoutez, c'est une marinade qui est vraiment, je dirais, multifonction. Universelle. Quasiment universelle. Alors, elle va pouvoir être utilisée pour des viandes blanches comme la volaille, comme le poulet, mais également pour les viandes de type viande de porc, pour les viandes de bœuf. Et c'est, disons, la plus proche des recettes de marinade que vous allez pouvoir trouver quand vous allez chez le boucher et que vous achetez une viande marinée. Je vous raconte une anecdote qui date d'hier. Je me rends dans mon magasin préféré, dans ma grande surface préférée, et j'achète une côte de porc au spiringue. Alors, une côte de porc au spiringue, en Belgique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une côte de porc qui n'est pas une côte de porc au filet, qu'on appelle également une côte de porc à manche. C'est une côte de porc où
je dirais, la viande se présente sous forme de noix avec un petit peu de graisse autour de chacune des noix et le tout formant la côte de porc. Donc c'est une côte de porc qui prolonge en fait le filet réel. Hein. Alors ça porte certainement un autre nom en France, mais en tout cas en Belgique on dit une côte de porc au spiringue. Et j'achète cette côte de porc et elle me coûte pile poil 2 €. Et puis c'était dans le rayon donc libre service et je me rends au rayon où là il y a quelqu'un qui sert. Et je me dis, tiens, je vais aller voir s'ils ont des côtes de porc marinées. S'ils ont une côte de porc marinée, comme je l'entendais, je prendrais plutôt celle-là. Alors, je vois la dame, et alors il y avait du lard mariné, il y avait d'autres viandes marinées, mais pas de côte de porc comme je voulais. Et je dis, tiens, vous n'avez pas de côte de porc marinée? Ah, qu'elle dit, nous avons celle-là. Je dis, mais c'est pas ce genre de marinade que je cherche, c'était de marinade avec des herbes, et je voulais pas ça. Je dis, non, c'est de la marinade traditionnelle orangée, là. Ah, mais qu'elle dit, il n'y a pas de problème, je vais demander au boucher qui est à l'arrière de vous en préparer une. Ben, je dis, écoutez, tant qu'à faire, j'aimerais autant utiliser celle que je viens d'acheter ici, enfin que je me prête à acheter. Donc, voilà, elle s'en va avec ma côte de porc, le boucher fait ce qu'il faut, il revient 3-4 minutes après, avec ma côte de porc marinée, et puis il la met sur un papier avec la balance, et la dame du comptoir la pèse et la chiffre, et puis l'emballe. Est-ce que vous savez quel était le prix de la côte de porc marinée cette fois-là? Non. 2,78 €. Ah oui, donc j'ai payé, je vais dire, presque... 36% plus cher. Ah oui, exactement. Non, plus que ça, hein. 78... 39%, pardon. 39% plus cher, on va dire 40% pour arrondir. 2 cinquièmes en plus, oui. Le simple fait, je dirais, de prendre une viande marinée, ou bien, il n'y avait pas de poids en plus, hein, parce que bon, c'est pas pour je dirais, la demi-cuillère à café de marinade qui était autour de la viande. Hein. Donc, elle ne coûtait que 2 € non marinée et elle coûtait 40% plus cher en étant marinée. Donc, je vais permettre à tous nos auditeurs de faire mariner leur viande eux-mêmes sans payer un prix de fou chez le boucher. J'espère que les bouchers ne nous écoutent pas. Hein. Alors, je vous donne la recette pour 2,5 décilitres d'huile. Alors, vous prenez une huile de type huile de cuisson et qui ne fige pas. Pourquoi? Parce que je vous conseille quand même de garder votre marinade au frigo. Elle peut se garder plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, mais c'est quand même mieux de la garder au réfrigérateur. Alors, l'huile de pépin de raisin, c'est une huile extraordinaire parce que non seulement elle ne fige pas lorsqu'on la soumet à une température basse, mais en plus, elle convient parfaitement aux cuissons à haute température. Donc, elle a vraiment tous les avantages. Et l'autre avantage, le troisième avantage, c'est qu'elle n'a pas un goût trop prononcé. Donc, elle est relativement neutre de goût. On peut donc mettre toutes les épices qu'on veut, il n'y a pas de problème. Vous pourriez faire ça avec de l'huile d'olive, mais la différence, c'est que vous mettez une huile d'olive au réfrigérateur, elle va figer. Donc, elle ne sera pas aussi pratique et elle risque de ne pas pouvoir sortir de votre bouteille si le goulot est un peu étroit. Alors, pour 2,5 décilitres d'huile de pépin de raisin au départ, vous prenez 2 belles cuillères de paprika en poudre. Hein. Vous prenez un paprika doux, pas un paprika spécifique. Des cuillères à soupe ou des cuillères à café? Des cuillères à soupe. Hein, des cuillères à soupe. Hein. Vous pouvez en mettre 2 bonnes cuillères et vous mettez, par exemple, pour 2 cuillères, disons bombées de paprika, vous mettez 2 petites cuillères à café, cette fois-là de curry. Ok? Vous mélangez donc vos épices avec l'huile. Et puis vous ajoutez également de la sauce soja noire. Vous en mettez 3-4 cuillères également. Alors la sauce soja noire. Ou petite cuillère? Non, vous pouvez mettre, je dirais, des 3 cuillères à potage par exemple. Alors vous pouvez mettre, mais ce sont des proportions, je dirais, aléatoires dans le sens, je vous donne une idée des proportions, mais si vous voulez mettre 4 cuillères de sauce soja plutôt que 3, ça sera pas un drame. Hein. Ok. Voilà, c'est vraiment pour vous donner une idée des quantités qu'on peut utiliser. Donc vous mettez l'équivalent de 3 cuillères de sauce soja noire. Vous me dites, ouais, mais j'ai pas de sauce soja noire, la claire peut convenir. Ben oui, la claire peut convenir, évidemment. Alors, je vous ai expliqué que le sel et l'huile ne faisaient pas bon ménage puisqu'ils ne s'associaient pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met quelque chose qui est maintenant un petit peu réprouvé par les nutritionnistes, mais à condition de l'utiliser avec parcimonie, ce n'est pas un drame. On met du glutamate monosodique là-dedans. Alors, le glutamate monosodique, c'est le fameux produit qui est l'exhausteur de goût qu'on utilise dans la cuisine chinoise. Alors, certaines personnes ont fait un grand procès au glutamate monosodique en disant que c'était un produit dangereux, qui donnait des migraines et que ceci et que cela. Bon, c'est un exhausteur de goût qui a mauvaise presse. Pourquoi? Parce que les industriels l'utilisent généralement pour donner du goût à des plats dans lesquels ils ne mettent pas beaucoup de produits de référence. Hein? On va donc, par exemple, appeler une sauce aux truffes
en mettant très peu de truffes, en mettant du glutamate qui va, je dirais, qui est un exhausteur de goût, donc comme on vient de le dire, qui va magnifier le goût du produit. Hein. Alors, oui. Il y a eu malheureusement, parfois dans certaines recettes et par certains industriels un peu scrupuleux, il y a eu un emploi, je dirais, abusif du glutamate. De sorte que, forcément, si on en met trop, mais c'est le même pour tout, c'est le même pour le sel, dans ce cas-ci, le glutamate donne des maux de tête à certaines personnes qui y sont sensibles. On trouve ça où, le glutamate? Alors, on trouve ça dans toutes les épiceries chinoises et on trouve ça également, bien sûr, sur Internet. Hein. Ah, oui. Alors, vous en mettez l'équivalent d'une cuillère à café. Hein. Vous n'en mettez pas plus. Voilà. Okay. Et si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins, bien entendu. Alors ça, c'est la marinade de base, je vais dire, tout usage. Et puis, le gros avantage, c'est que vous pouvez la personnaliser selon vos envies. La personnaliser comment? Bon, en ajoutant des herbes, en ajoutant éventuellement d'autres épices. Vous voulez la faire à l'ail. Qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez, par exemple, dans la marinade, vous rajoutez de l'ail en poudre ou de l'ail semoulette. Vous voulez lui donner une connotation un petit peu plus méditerranéenne, en plus de l'ail, vous ajoutez du thym, vous ajoutez éventuellement un petit peu de laurier en poudre, vous ajoutez éventuellement de l'origan ou de je dirais, ou du romarin, ou les deux éventuellement. Hein. Donc vous pouvez, à partir de cette marinade de base, soit la laisser telle quelle, soit rajouter des épices qui vous plaisent et en fonction de la coloration, je dirais, gustative que vous voulez donner. Mmh. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, est-ce que vous devez rajouter obligatoirement ces épices-là, je dirais, dans la bouteille? Ben, je vais vous dire que non. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez être limité à devoir toujours utiliser, je dirais, votre flacon complet, avec, par exemple, de l'ail. Or, vous n'en avez pas forcément envie. Vous voulez peut-être un jour dire, je fais une viande marinée avec de l'ail en plus, mais un autre jour dire, ben non, l'ail ne me convient plus, et je préfère mettre, par exemple, de l'origan, mais qui n'ait pas le goût d'ail. Donc, moi, je vous suggère, c'est à ce moment-là, lorsque vous versez votre marinade dans le récipient dans lequel vous allez mettre vos viandes, c'est de personnaliser à ce moment-là. Alors, vous pouvez également donner un goût spécifique que l'on recherche dans les barbecues, et qui est un goût un petit peu sucré. Comment fait-on? Vous ajoutez tout simplement du miel. Donc, vous allez mettre votre marinade dans le récipient, vous allez y ajouter, par exemple, une épice que vous avez envie, imaginons un petit peu d'ail, et puis vous voulez donner un goût un petit peu sucré, ben vous rajoutez tout simplement, je dirais selon les quantités, une cuillère à potage rase de miel, vous faites dissoudre ce miel convenablement dans la marinade, et puis vous faites mariner vos viandes dedans. Donc c'est vraiment une marinade qui a plein de vertus, c'est qu'elle peut être utilisée telle quelle, comme elle peut être fameusement personnalisée. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très intéressant pour nos auditeurs, d'autant plus qu'elle peut se préparer à l'avance, l'avoir toujours sous la main dans son réfrigérateur, ce n'est évidemment pas un problème en soi. Hein. Donc ça permet de faire des barbecues presque au pied levé. Ah ben ça permet de faire des barbecues au pied levé, et surtout ça vous permet quand même de faire de fameuses économies par rapport au prix des viandes marinées qu'on vous vend en grande surface. Hein. Et comme je viens de vous l'expliquer, viande marinée ou non marinée, il y a quasiment 40% de différence de prix pour quelque chose qui ne demande pas d'avoir fait 5 ans à Cambridge ou à Oxford pour savoir s'en sortir. Ce ne sont pas des ingrédients excessivement coûteux que tu viens de donner. Non, le paprika et le curry, bon, ben on trouve ça dans n'importe quelle, je dirais dans n'importe quelle grande surface ou chez n'importe quel épicier. Et ce n'est vraiment pas très cher. À vue d'œil, ça coûterait combien de faire comme ça, 2 délices? Alors là, je n'ai vraiment pas calculé. Non, là, je n'ai vraiment pas calculé. Mais il existe également des marinades qu'on trouve également comme ça dans le commerce et qui sont, je dirais, vendues presque à prix d'or, hein, qui sont vendues par les fabricants, hein. Et on vous vend ça en petit flaconnage. Donc avec un flaconnage, vous faites à peine, je dirais, mariner. Il y a des petits flaconnages qui font à peu près, je dirais presque un décilitre, mais pas plus. Hein. Avec ça, vous allez faire mariner des 3, 4, 5 côtes de porc, pas plus. Hein. Ah oui. Tandis qu'ici, avec, vous savez, avec 1 litre d'huile de pépins de raisin, vous allez en faire de la marinade. Honnêtement, ça va durer. Hein. D'autant plus qu'avec en préparant ça à l'avance, on peut goûter pour voir si ça marche, mais c'est surtout après la première cuisson qu'on se rend compte que il faut rectifier, et on peut toujours rectifier. Tout à fait. Alors, autre chose, cette marinade, par exemple, vous pouvez très bien y ajouter de l'alcool. Hein, les Américains sont particulièrement friands d'ajouter dans leur marinade, par exemple, du whisky, hein, voire de la bière. Du whisky de maïs, oui. Alors, par exemple, bon, le fameux Jack Daniels, pour prendre cet exemple-là, si les whiskies sont fumés, c'est encore mieux. Je vais dire que ça donne encore un goût particulier. Si vous avez affaire à des whiskies tourbés, vous allez encore avoir un autre résultat. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous donner maintenant
Et on peut mettre du cognac aussi, non? On pourrait mettre du cognac, on pourrait mettre du rhum, on peut mettre tout ce qu'on veut, bien entendu. Hein. Alors ici, je vais vous donner, sans que vous n'ayez besoin d'acheter de livre, et je remercie notre ami Georg Dalthuizen d'avoir quand même manigancé toutes ces fameuses recettes. Je vais vous donner 3 recettes de marinade sèche, donc de mélange d'épices spécifiques à des viandes particulières. Alors lui, par contre, il sale son mélange d'épices. Alors encore une fois, hein, c'est une question, je dirais, de goût personnel. Le fait de saler va faire que vous allez avoir un petit peu de jus de viande qui va sortir de la viande. Ce n'est pas néfaste en soi, hein, c'est pas toxique, c'est pas dangereux. Ça donne un autre résultat. Point. Alors la première de ces marinades sèches, c'est une marinade spécifique pour le porc. Alors qu'est-ce qu'il utilise? Ici, la recette est donnée pour avoir 300 grammes de mélange d'épices terminé. Alors, il utilise d'abord 50 grammes de paprika en poudre. C'est un paprika tout à fait traditionnel. Hein. Mais également 50 grammes de paprika en poudre fumée. Alors ça, c'est une autre, c'est une autre épice. C'est toujours la même plante au départ. Ce sont donc des poivrons, hein, des poivrons rouges. Mais il existe une version non fumée et une version fumée qui va donner ce goût particulier. Alors après ça, vous avez 50 grammes de sel. Il met également 50 grammes de sucre cristal qui lui finalement remplace un petit peu le miel dont je vous avais parlé. Il met également 25 grammes de vergeoise. Alors la vergeoise, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est le nom qu'on donne en France à la cassonade blonde de betterave. Alors si vous n'avez pas de cassonade blonde de betterave, vous pouvez évidemment mettre de la cassonade, du sucre de canne blond ou éventuellement brun. Hein, maintenant, traditionnellement, c'est donc du sucre de betterave blond que l'on met. Et alors, il ajoute 25 grammes d'ail semoule, donc c'est de l'ail en poudre. Alors, différence entre l'ail en poudre et l'ail semoule, qu'on appelle également parfois l'ail semoulette, c'est une question de granulométrie. L'ail en poudre est beaucoup plus fin au niveau de la mouture, et l'ail semoulette, ils ont forme des petites, des petits morceaux, hein, tout petits, mais forme des petits morceaux. Si vous n'avez pas d'ail semoulette, vous mettez évidemment de l'ail en poudre. La seule différence, c'est que l'ail en poudre va donner, à poids égal, un goût beaucoup plus puissant. Parce qu'il est moulu plus fin. Et alors, il faut ajouter également une cuillère à potage de poivre noir moulu et 25 grammes d'oignons également en poudre. Alors, pour donner un petit côté pointu, un petit côté un petit peu agressif, il ajoute une cuillère à café de chili en poudre, c'est donc du piment rouge moulu, donc du poivre de Cayenne si vous ne trouvez pas, je dirais exactement cela. Une cuillère à café de moutarde en poudre. Alors la moutarde en poudre, on la trouve essentiellement en Angleterre, hein, sous forme de poudre qu'on doit ensuite diluer avec de l'eau et un peu de vinaigre et un petit peu d'huile. Ça permet de faire sa moutarde maison. Mais c'est un ingrédient qui est quand même relativement facile à trouver, je dirais éventuellement même sur Internet. Alors 2 cuillères à café de thym séché, 2 cuillères à café de basilic séché, et 2 cuillères à café de fenouil en poudre. Alors, qu'est-ce que c'est que le fenouil en poudre? Ce sont généralement des graines de fenouil qui sont séchées, qui sont moulues. Hein. Ce n'est pas la plante qu'on appelle le fenouil qui a été déshydratée, qui a été moulue. Ce sont des graines de fenouil qui ont été moulues. Et il termine par une demi-cuillère à café de cannelle. Alors ça, c'est un mélange un petit peu complexe. Hein. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de produits différents. Et c'est le mélange qu'il utilise pour réaliser ces marinades sèches lorsqu'il cuit des viandes de porc au barbecue. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une quantité pareille parce que 300 grammes de ce mélange-là, c'est quand même une fameuse quantité. Si vous ne faites pas très souvent des barbecues, vous allez vous retrouver avec un produit qui va finir par s'éventer. Alors, il y a 2 solutions. Hein. Soit, vous avez votre petite balance, je dirais, qui sert à peser les timbres poste, le courrier pour l'affranchissement avec les timbres. Au lieu d'en faire 300 grammes, vous en faites 150 grammes, vous divisez tout par 2. Ou bien alors, vous faites ça avec des copains, hein, quand vos 300 grammes sont faits, vous divisez en 2 ou en 3, et vous essayez de refourguer une partie de la recette à vos amis, et je crois qu'ils seront parfois très contents de pouvoir en profiter également. Parce que si vous faites un barbecue en utilisant ces épices-là, autant vous dire qu'on va vous demander, vous avez acheté l'épice en question, hein, et on va vous dire, c'est toi qui l'as fait, t'en as encore, t'en as plus, tu sais pas m'en prêter, tu sais pas m'en donner. Donc forcément, si vous en faites 300 grammes terminés, vous aurez des amateurs pour en profiter. Alors ça, c'était pour le porc. Maintenant, il a fait également un mélange d'épices que je vais vous donner pour le bœuf. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de nouveau pour 300 grammes? Il met 30 grammes de paprika en poudre, il met de nouveau 30 grammes de paprika en poudre fumée,
Il met 70 grammes de gros sel fumé. Alors le gros sel fumé, c'est un sel de mer qu'on trouve aussi dans les épiceries fines. Si vous ne trouvez pas du sel de mer fumé, qui donne quand même un goût spécifique, prenez du sel de mer traditionnel. Mais le résultat sera un petit peu différent. Alors, il ajoute donc, je disais 10 grammes donc de sel fumé moulu cette fois-là, 30 grammes de sucre cristal, 20 grammes de vergeoise, 20 grammes d'ail semoule, 20 grammes d'oignon semoule, 3 cuillères à soupe de poivre noir. Alors, le poivre noir, il le met pilé. Si vous ne trouvez pas du poivre noir pilé, vous mettez tout simplement du poivre noir mignonnette. Hein. Il spécifie une recette avec du poivre noir d'une origine particulière. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Mon expérience me dit que si vous voulez un véritable poivre noir qui ait vraiment un goût extraordinaire, c'est du poivre noir de Sarawak, c'est-à-dire du poivre noir de Bornéo. Alors, petite astuce pour les gens qui habitent Paris, il y avait, je pense qu'elle existe toujours, une épicerie du côté de l'hôtel de ville qui s'appelle Israël ou les Saveurs du Monde. C'est vraiment l'épicerie à l'ancienne. Lorsque nous sommes allés à Paris-Marc, j'aurais voulu vous y emmener, mais bon, nous n'avions pas vraiment le temps d'y aller. Allez voir sur Internet, disons, des photos d'épicerie en question. C'est là que j'ai acheté le meilleur poivre noir que j'ai jamais dégusté de ma vie. Il n'était pas donné pour un petit sachet, mais il était extraordinaire. Donc, plus vous allez mettre un poivre qui aura du parfum, plus votre mélange d'épices aura évidemment du parfum. Hein. Il faut en être conscient. Alors, donc, il y avait donc 3 cuillères à soupe de poivre noir concassé ou pilé, 3 cuillères à soupe de chili en poudre ou une cuillère à soupe de chili en poudre ou de piment de Cayenne moulu, une cuillère à soupe de café moulu, c'est un petit peu bizarre, une cuillère à soupe de cacao, une cuillère à soupe d'origan séché et une cuillère à café de cumin. Donc ça, c'est le mélange spécial pour le bœuf. Donc, une fois que tous vos produits sont mélangés, c'est une épice que vous devez garder, bien entendu, dans une boîte en métal fermée et que vous allez utiliser, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour assaisonner vos viandes, les laisser mariner pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, vous huilez légèrement et puis vous cuisez. Et puis, il y a la troisième grande catégorie de viande que l'on peut épicer à l'avance. Ce sont les poulets, ce sont les volailles. Alors, de nouveau, pour 300 grammes terminés, qu'est-ce qu'il va utiliser notre ami? Il va utiliser 60 grammes de poivre au citron. Alors ça, c'est un petit peu plus confidentiel à trouver. C'est un poivre dans lequel on a mis des zestes de citron moulus, bien sûr déshydratés et moulus. Hein. Alors, vous avez 40 grammes de paprika en poudre, 20 grammes de paprika en poudre fumée, 20 grammes de sel, 50 grammes de sucre cristal, 20 grammes de vergeoise, 30 grammes d'ail semoule, 20 grammes d'oignon semoule, une cuillère à soupe de poivre noir moulu, une cuillère à café de chili en poudre, 2 cuillères à café de basilic séché, une cuillère à café de thym séché et une cuillère à café de romarin séché. Ça, c'est donc le mélange pour les viandes blanches et plus spécifiquement le poulet. Oui, il n'y en a pas d'autres? Ah non, il n'y en a pas d'autres parce que, bon, ça, ce sont les 3 mélanges qu'il donne pour les marinades sèches. Alors, je ne résiste pas non plus de vous donner une recette d'une épice qui est plutôt en fait une marinade ou un mélange de produits qui est d'origine argentine et que certains connaissent peut-être déjà. C'est le fameux chimichurri. Alors, vous trouvez ce mélange d'épices sous forme déshydratée, mais vous pouvez également le réaliser en version produit frais. Alors, c'est à la fois une marinade, mais c'est également une sauce qui peut accompagner les viandes. Alors, bien souvent, quand vous voyez des recettes, je dirais, de viande avec du chimichurri sur Internet, vous voyez que la viande après cuisson est encore, je dirais, arrosée avec ce mélange, qui est un mélange huileux qui contient à la fois des herbes et qui contient toute une série d'épices. Alors, je vais vous donner ici une des recettes, mais si vous allez sur Internet, vous verrez des dizaines de recettes de chimichurri. Donc, je rappelle qu'elle existe en version déshydratée dans le commerce. Vous pouvez très bien l'acheter sous cette forme-là, mais vous pouvez évidemment la réaliser vous-même. Alors, ce qu'il conseille, et pour l'en avoir réalisé moi-même, il ne faut pas placer, par exemple, ces ingrédients dans un mixeur ou dans un cutter et travailler avec un robot mécanique. Vous allez avoir une espèce de bouillie et ce ne sera pas beau et ce ne sera pas bon. Il faut prendre son temps, nettoyer les produits et les hacher au couteau, les découper finement, mais en aucun cas les mettre dans un robot où vous allez broyer le tout ensemble. Alors,
Pour 25 centilitres de cette marinade sauce, vous allez avoir besoin de 6 gousses d'ail finement hachées. Donc, les gousses d'ail hachées, on les pèle, on enlève le germe, on les écrase éventuellement avec le plat d'un couteau sur une planche pour qu'elles ne remuent pas quand vous allez les couper, et puis vous les hachez finement. Alors, 3 feuilles de laurier fraîches, vous retirez les tiges, c'est-à-dire que vous retirez à la fois le pédoncule et la nervure centrale, et puis vous allez les hacher finement. Alors, est-ce qu'on pourrait le faire avec du laurier séché? Bien entendu, ce sera simplement un petit peu moins facile. Si c'est du laurier frais, vous allez pouvoir, je dirais, le couper, l'émincer extrêmement finement et le hacher ensuite extrêmement finement avec beaucoup de facilité. Alors, 2 piments verts, vous allez émincer. Alors, lui, il conseille de les émincer avec les graines. Moi, je vous dirais que par expérience, je sais que les piments verts et les piments rouges, lorsqu'on laisse les graines, sont parfois très violents. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir. Si vous décidez de ne pas mettre les graines parce que vous êtes sensible au piquant et que vous voulez une préparation un petit peu plus douce, je vous suggère, c'est de prendre des gants en latex, des gants de chirurgien, de nettoyer vos piments et d'enlever les graines avec les gants. Parce que si vous enlevez les graines à main nue, surtout dans le cas des piments rouges, vous risquez des brûlures par la suite. Ne vous frottez jamais les yeux avec les mains qui ont servi à nettoyer des piments, même si vous les avez par la suite nettoyés consciencieusement avec du savon, même 2-3 fois, il restera toujours une substance qu'on appelle la capsaïcine et qui est la substance qui donne le brûlant au piment. Donc évitez de vous frotter les yeux, de vous frotter la bouche, et je devrais même le dire, évitez d'aller à la toilette, je dirais, dans cet état-là, vous risquez de le regretter plus tard. Alors, après le piment vert, où il en fallait 2, un piment rouge également, donc même précaution, un bouquet de persil frisé que vous allez finement hacher au couteau, un demi-bouquet d'origan frais, un quart de bouquet de coriandre que vous allez également hacher, une cuillère à soupe de gros sel marin. Vous allez épicer avec du poivre que vous allez moudre au fur et à mesure donc de l'assaisonnement que vous souhaitez. Et puis ensuite, 7 centilitres de vinaigre de vin blanc et 16 centilitres d'huile d'olive. Alors, vous préparez toutes vos herbes, toutes vos épices, vous les mettez dans votre récipient, vous ajoutez le vinaigre, vous ajoutez l'huile, vous mélangez et il n'y a plus qu'à utiliser directement, soit pour faire mariner la viande, vous faites mariner votre viande pendant un quart d'heure, 20 minutes maximum dans ce mélange. Ensuite, vous la cuisez sur votre barbecue et puis vous utilisez le reste de cette marinade comme sauce d'accompagnement. Voilà, en ce qui concerne les marinades, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ajouterais que la complexité des recettes qu'il donne va jusqu'au fait de, par exemple, injecter des marinades liquides dans les viandes de manière à leur donner un goût par l'intérieur. À ce moment-là, vous êtes obligé de travailler avec des seringues, avec des aiguilles. Là, je ne vais pas aller jusque-là parce que ça devient vraiment quasiment du professionnalisme. Si vous souhaitez plus d'informations, vous achetez le livre et puis vous suivez scrupuleusement les recettes qu'il donne. Et là, vous aurez des produits de barbecue que les voisins n'auront pas. Donc, pour récapituler, les marinades, elles peuvent être sèches et elles peuvent être liquides. Elles peuvent être sèches, elles peuvent être liquides à base d'huile, et elles peuvent être mixtes, c'est-à-dire contenir à la fois de l'huile et du vinaigre ou un autre acide. Et c'est entre autres le cas du fameux chimichurri dont je viens de donner la recette. Voilà. Mais si j'utilise de l'eau pour faire la marinade ou du jus ça ne marine quand même pas très bien avec de l'eau. Il faut reconnaître que. Bon, oui, je pourrais par exemple prendre des sirops de fruits. De l'eau et des épices. Pardon. Je pourrais prendre des sirops de fruits. Ah, il existe des marinades et j'en ai vu par exemple sur Internet des marinades avec du jus d'ananas entre autres. On peut également utiliser du jus d'agrumes. Oui. Donc jus d'orange, jus de pamplemousse, mais c'est comme l'orange qui va donner de beaux résultats puisque le jus de citron et le citron vert sont utilisés très couramment dans les marinades, surtout pour les volailles et surtout pour les poissons. Ce sont les 2 agrumes qu'on va utiliser le plus. On peut très bien envisager une marinade dans laquelle on va mettre de l'huile, on va mettre du jus d'orange, on va mettre des épices un peu, je dirais, soit orientales, soit tout à fait exotiques, et ça peut donner un très très bon résultat. Et la marinade, faut compter combien de temps de marination? De marinage. Combien de temps? Je dirais que ça peut varier entre 4-5 minutes pour les marinades, pour la coquille Saint-Jacques, on va déguster en carpaccio, pas plus. Même 2 minutes, ce serait suffisant, parce que le temps qu'on amène l'assiette aux convives et qu'ils commencent à manger, je dirais qu'il se passera encore 2 minutes. Donc ça varie, je dirais, de 2 minutes à peu près, je dirais, l'équivalent d'1 heure. Je ne parle pas ici des marinades gibier que j'ai évoquées au début, qui n'ont pas du tout le même rôle,
Je parle ici des marinades pour viande qu'on va cuire au grill ou qu'on va rôtir. Hein. Est-ce qu'il y a un bénéfice à faire mariner sa viande la veille? Genre, je vais déjà préparer la veille, la mettre au frigo, comme ça demain c'est prêt. Bah, ça peut se faire, c'est pas interdit. Hein. Bon, je dirais que la viande va avoir davantage de goût. Si vous voulez, par exemple, avoir une viande qui soit un peu plus tendre, vous pouvez très bien mettre dans votre marinade, je dirais pour 4 ou 5 personnes, l'équivalent d'une cuillère à café rase de bicarbonate de soude. Hein, puisque je rappelle que c'est l'astuce que les Chinois utilisent pour avoir leur viande extrêmement tendre. Hein. La seule problématique, c'est que si vous mettez un peu de bicarbonate de soude dans votre marinade, ne faites pas mariner toute une nuit. Hein, faites mariner maximum pendant un quart d'heure, une demi-heure. Sinon, votre viande va être mangée par le bicarbonate et vous n'aurez plus rien. Enfin, elle ne va pas être dissoute totalement, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous n'aurez quand même pas la texture qui est nécessaire à une viande. Hein. Mais le bicarbonate, c'est en plus bon pour la santé. On prend ça quand on a des acides, par exemple. Tout à fait, voilà. Alors c'est un petit peu bête. Retenez une chose, c'est que si vous mettez un peu de bicarbonate de soude dans votre marinade, évitez de mettre un acide en même temps. Sinon, les deux vont s'annuler finalement. Ils vont réagir, oui. Ils vont réagir et ça, c'est pas le but recherché. Mais dis-moi, s'il me reste un petit peu de marinade après dans le fond du plat où ça mariné. Bon, en règle générale, il vaut mieux ne pas la garder. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez des risques de contamination qui sont quand même assez élevés. Hein. Oui. Et si vous ne l'utilisez pas, je dirais tout de suite, on va dire pour mettre mariner le même jour une autre viande, le mieux c'est quand même de la jeter. Hein. Alors je parle des marinades qu'on appelle les marinades courtes ici, parce que je n'ai pas encore expliqué ça, mais il y a ce qu'on appelle les marinades courtes et les marinades longues. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de volume. Une marinade courte, c'est une marinade qu'on réalise en quantité juste suffisante que pour enrober le produit qu'on fait mariner, d'accord? Oui. Et en principe, on utilise tout. Il ne reste quasiment rien dans le fond du plat. Tandis qu'une marinade longue, ce sont des marinades comme une que j'ai évoquée, où on va par exemple avoir un grand bac d'huile dans lequel on met des épices, et ce bac d'huile va être utilisé, je dirais, de manière récurrente pendant plusieurs services. Hein. Ça, c'est une marinade longue, parce que il y a un grand volume, je dirais, de marinade qui est réalisé, et on ne change pas et on ne jette pas la marinade tous les jours. On rajoute un peu d'huile après chaque service. Disons que même pas, parce que il ne faut pas oublier que à la longue, votre marinade va se dégrader. Pourquoi? Immanquablement, la viande va libérer un petit peu de jus. Alors ce jus, il va finir par se retrouver à la longue dans le fond, puisque le liquide de type aqueux est plus lourd, plus dense que l'huile, donc il se retrouve dans le fond. Et vous allez à ce moment-là risquer d'avoir quand même des choses pas très jolies au niveau bactériologique. Hein. Vous allez avoir certes de l'huile qui surnage au-dessus et qui empêche la contamination du bas, mais néanmoins le bas risque quand même à un moment donné de tourner à la catastrophe. Donc en règle générale, on se sert de ce genre de marinade pendant, je dirais, quelques jours, en surveillant qu'il n'y ait pas un dépôt liquide qui se fasse dans le fond. Et puis après, on le jette. Hein. On ne le garde pas. On ne va pas garder une marinade comme ça pendant des semaines sans la renouveler. Hein. Ça ne se fait pas. Bon, si je vais faire mon intéressant, est-ce que je pourrais utiliser du ghee, du beurre clarifié ou je ne le ferai pas parce que malgré tout les huiles sont quand même beaucoup plus propices à ce genre de choses. Le beurre clarifié d'abord, il ne va pas être liquide, il va se figer, donc je ne vois pas l'intérêt d'utiliser du beurre clarifié. Sinon on devrait le garder à une température d'une bonne 30-35 degrés pour qu'il soit liquide. Non, moi je n'utiliserai pas du beurre clarifié, je resterai à l'huile. Je sais que c'est un petit peu cruel, mais il vaut mieux rester à l'huile. Non, je pose une question comme ça. Oui, je m'en doute. Maintenant, si vous préférez, par exemple, une chose qu'on peut faire, si vous avez, par exemple, fait une marinade sèche avec des épices, et que vous voulez utiliser non pas de l'huile, mais du beurre clarifié, qui est liquide à ce moment-là, pour graisser légèrement votre viande au pinceau, ça vous pouvez le faire. Mais pas une marinade que vous garderiez pendant des jours et des jours, et qui serait à base de beurre clarifié. Donc, non, mais pour les beurres, tu vas nous en parler plus tard. Alors là, les beurres, c'est encore autre chose. Ce sont des beurres d'accompagnement que je vais donner. Ce sont donc des recettes de beurre, soit je dirais que l'on a fait figer type beurre en tube comme ceux qu'on achète dans le commerce, soit des beurres qu'on a laissés sous forme de sauce dans des saucières à température ambiante. Et ça, je donnerai des recettes lors de du prochain podcast. Et normalement, il y aura même, je dirais, l'équivalent de 2 émissions différentes
tellement j'ai mis des recettes au point. Voilà. Donc les beurres, c'est ce qu'on utilise à la place des sauces ou en complément des sauces? Nous dirons qu'on peut très bien utiliser et des sauces et des beurres, mais les sauces traditionnellement, il y en a de deux grands types. Vous avez les sauces genre chimichurri qui sont des sauces liquides, et puis vous avez les sauces à base de mayonnaise. On pourrait dire que le chimichurri finalement c'est une vinaigrette particulière, puisque vous avez à la fois de l'huile, des herbes et un vinaigre. C'est une sauce vinaigrette, mais qui est vraiment adaptée à la marinade des viandes et à la cuisson des viandes et en accompagnement de ces viandes. Vous n'allez pas, par exemple, utiliser de la vinaigrette du commerce, comme on trouve donc dans quasiment toutes les marques, pour assaisonner votre viande. Non, vous allez utiliser à ce moment-là des mayonnaises spécifiques, qui sont ce qu'on appelle des sauces barbecue, avec les pseudo-béarnaises, avec les sauces andalouse, samouraï, Hawaï, Brésil, aioli, cocktail et compagnie. Ils en ont une belle tartare. Collection. Ah oui, oui. Ta sauce chimichurri, je pourrais l'utiliser comme vinaigrette sur la salade qui est servie à côté? Ah, je ne me suis pas encore posé la question. Rien ne l'interdit. Voilà, histoire qu'on retrouve dans la viande et dans la salade la même saveur. C'est-à-dire que ce sera un petit peu dommage, c'est d'utiliser effectivement la sauce d'accompagnement de la viande qui sert à assaisonner la salade qu'on mange en même temps. C'est un petit peu dommage. Non, mais c'est un peu un branle comme moi où parfois je me dis, je vais en faire et puis je me retrouve avec beaucoup trop. Plutôt que de jeter. Bien sûr, plutôt que de l'acheter, autant l'utiliser, bien entendu. Voilà, et je boirais quel vin avec? Je dirais que avec une comment dirais-je, ici avec un barbecue, quasiment tous les vins sont possibles. On reste dans les grandes règles. Je sais que c'est un petit peu, je dirais un marronnier. Ça revient chaque saison quand on fait les barbecues. Vous avez toute une série de grandes surfaces qui vous disent les vins de l'été. Bon, le vin de l'été c'est quand même le rosé. Pourquoi? Parce que dans le rosé tout le monde est content. Oui. Vous savez servir le rosé à condition que ce soit un rosé sec, bien entendu. Vous savez utiliser le rosé en accompagnement aussi bien pour les poissons, les crustacés, les viandes blanches, les viandes rouges, tout le monde est content. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir des vins spécifiques pour un ou l'autre produit, imaginons, vous faites un barbecue où vous n'utilisez que du poisson, vous ne servez que du poisson et des crustacés, par exemple, c'est un choix. Vous n'allez pas mettre en principe du vin rouge avec ce genre de barbecue, vous mettrez soit du rosé, soit un vin blanc, et vous mettrez un vin blanc, mais le barbecue, c'est un repas festif, c'est un repas qui se prend, je dirais, pas dire sur le pouce, mais je vais dire qu'il se prend à la bonne franquette. Il n'est pas judicieux de mettre de très 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 grands vins avec les barbecues. Ça n'a pas beaucoup de sens. On met des vins de soif. On met ce qu'on appelle un vin de soif. C'est un vin qu'on a plaisir à boire pour lui-même ou en accompagnement, mais ce n'est pas un vin qu'on va déguster dans un verre ballon au coin du feu, puisque justement on est dehors. Donc prenez un vin blanc qui vous plaît, vous prenez, je dirais, un vin blanc du Midi, il y en a suffisamment, il y a des vins blancs en Provence, il y a des vins blancs en Côte-du-Rhône, il y a les Bordeaux, il n'y a pas de problème, les entre-deux-mers, vous prenez éventuellement un vin de Loire, mais maintenant je ne vous dirai pas de prendre un grand Meursault ou un grand Chablis pour accompagner un barbecue. Vous pouvez le faire si vous en avez les moyens et l'envie, mais ce ne sont pas les vins qu'on va utiliser, je dirais, le plus souvent avec un barbecue, l'été sous le soleil. Prenez des vins qui vous font plaisir. Moi, j'aime beaucoup, je sais que ça va nous faire un petit peu bateau, mais j'aime beaucoup les vins qu'on utilise au restaurant chinois. Pourquoi? Parce que les barbecues sont souvent connotés avec soit des épices exotiques, soit avec du miel ou avec des saveurs un peu sucrées salées comme ça. Et alors, il y a un vin que j'apprécie énormément, moi, c'est le Vinho Verde portugais. Alors, ça ressemble un petit peu au rosé portugais qu'on trouve sous la même forme, si ce n'est que le Vinho Verde est un vin qui est issu de raisins que l'on va cueillir à maturité, je dirais, précoce. Donc, un petit peu avant leur maturité optimale. On appelle donc ça des vins verts. Alors, quand on m'a parlé des vins verts, la première fois que j'en ai bu au Portugal, c'était il y a des décennies. J'avais un petit peu de réticence, j'avais un petit peu peur, parce que pour moi, un vin vert, c'est un vin qui est acide et où on a les dents qui tirent. Et pas du tout. C'est un vin qui est acidulé, qui est extrêmement agréable à boire l'été, qui se sert frais. Et on le retrouve dans la même marque et dans les mêmes marques que le fameux Mathéus, qui est le vin des restaurants chinois, qui lui est un rosé légèrement pétillant. Les deux vins, aussi bien le Vinho Verde que le Mathéus rosé, perlent un petit peu. Ce sont des vins qui dégazent un petit peu. Ils ne sont pas réellement pétillants ou effervescents comme les champagnes ou les créments, mais dès que vous les ouvrez, il va y avoir une toute fine couche de bulles, de perles comme ça qui vont arriver à la surface.
Et ce sont des vins extrêmement agréables l'été. Tu sais ce que j'aime pas avec ce vin? Ah, dis. On est toujours une bouteille de trop court. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est une bonne réponse. Et en plus, ça se boit comme du petit lait. Hein. Ah oui. Le fameux Vino Verde, là. Alors, il existe. Donc, il y a le blanc et puis alors il y a le rosé. Je viens d'en parler. On connaît le Mathéus, mais le Mathéus n'est jamais qu'une marque. Hein. En réalité, c'est une des marques, je dirais, les meilleures pour ce type de produit. Mais il existe des vins rosés portugais qui sont nettement moins chers et qui ne coûtent, par exemple, que 50 à 2 tiers du prix du Mathéus. Oui. Bon, ils sont un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus communs, mais ils ne sont pas mauvais pour autant. Et ça, ce sont les vins, moi, que j'apprécie l'été comme ça, parce qu'à la fois, ils accompagnent le plat et puis ils désaltèrent. Maintenant, si vous servez des viandes rouges, hein, du bœuf, si vous servez de la côte à l'os, si vous servez un beau produit en viande rouge, et je conseille toujours, c'est de ne pas multiplier les produits, c'est de dire, j'achète une belle côte à l'os dans une viande qui me plaît, dans une variété de bœuf qui me plaît, hein, je la mets marinée, je la cuis, hein, et je la sers pour 3, 4, 5 personnes selon la taille de la côte à l'os ou bien du carré que vous allez mettre au feu. Si vous n'avez que par exemple de la viande rouge de caractère, vous avez fait une marinade de caractère, rien ne vous empêche de servir un vin rouge, bien entendu, avec votre viande. N'allez pas servir un rosé. Là, par contre, ce serait un vin qui ne tiendrait pas la résistance. Une viande rouge, marinée avec des épices, avec quelque chose qui a vraiment du caractère, le rosé, il va pas passer, il va être trop faible. Donc, prenez un rouge. Alors moi, de nouveau, j'ai mes faiblesses, j'aime beaucoup soit les vins de Côte-du-Rhône, si vous voulez rester dans un registre de vins un petit peu plus viril, ou bien alors vous prenez dans les vins du Nouveau Monde. Moi, j'adore les rouges, et spécialement le Cabernet Sauvignon du Chili, par exemple. Ce sont aussi des vins qui vont très très bien avec le barbecue. Oui, voilà. Et là, ce sont des vins qui passent bien, ce sont des vins agréables. Voilà, c'est là qu'on tombe sur nos divergences, parce que en Belgique, on a un grand schisme. Tu vois, beaucoup se demandent quelle est la différence entre les Flamands et les Wallons. Donc moi, je viens d'une famille où ma mère est flamande, et en Flandre, c'est des grands amateurs de vin, mais les Flamands boivent du Bordeaux. Alors qu'en Wallonie, d'où tu viens toi, hein, vous êtes plutôt amateur de Bourgogne. Oui, mais ça c'est le grand cliché qui est exact, qui a été avéré pour des raisons historiques. Hein, le Wallon amateur à la fois de Bourgogne, mais également de Saint-Émilion. Ne pas oublier que le Belge est un très 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 grand amateur de Saint-Émilion, et on qualifie déjà à l'époque où je faisais mes études en école hôtelière, on disait toujours le Saint-Émilion, qui est un vin de Bordeaux, c'est le plus bourguignon des Bordeaux. Donc c'est un vin qui, par son côté gustatif et aromatique, se rapproche des Bourgognes, tout en n'ayant pas la lourdeur de certains Bourgognes. Pourquoi? Parce que les Saint-Émilion sont des vins qui sont issus de divers cépages, rouges bien entendu, tandis que le seul cépage rouge, à ma connaissance, de Bourgogne, c'est le Pinot Noir. Quand je dis Bourgogne, j'exclus le Beaujolais, parce que là, il y a du Gamay. Je parle de la Côte d'Or. Les vins rouges, les grands vins rouges de Côte d'Or, ce sont des vins issus de Pinot Noir. Le Pinot Noir n'est cultivé qu'au nord de la France, dans la partie nord. On ne cultive pas le Pinot Noir, par exemple, à Bordeaux. Hein? Si on veut maintenant du vin, je dirais avec beaucoup de cépages, des vins qui sont très structurés, qui sont très complexes de point de vue aromatique, on prend à ce moment-là les vins de Côte-du-Rhône rouges. Hein, vous avez un nombre, je dirais presque incalculable de cépages différents dans les Côtes-du-Rhône, ce qui en fait des vins extrêmement complexes. Vous avez par exemple des cépages en Côte-du-Rhône qui vont vous donner des vins avec des goûts très spécifiques. Par exemple, le goût de poivre, on le retrouve en Côte-du-Rhône. Le goût de poivron vert, dans le vin rouge, on va le retrouver en Côte-du-Rhône. Il n'est jamais, je dirais, interdit de dire, tiens, si j'assaisonne ma viande de manière spécifique poivron, je peux très bien essayer de servir un Côte-du-Rhône qui reprendrait dans ses goûts, je dirais, une petite similitude avec la préparation que j'ai réalisée. Oui, non, j'avais posé cette question parce que je me dis, avec tous ces livres, bon, j'ai été rechercher le livre donc, que tu as mentionné, Comment devenir le roi de barbecue. Je mets un lien, si vous voulez l'acheter sur Amazon, je mettrai un lien dans les notes de l'épisode. Je regarde, il y a d'autres suggestions, ce sont des livres quasiment de haute cuisine, de gastronomie, de barbecue. Oui, tout à fait. On n'est plus
dans le petit beauf du dimanche qui va mettre sa viande sur du charbon de bois chaud, là on est dans la haute voltige, donc on va commencer à faire de la recherche au niveau des accords épices, même dans le bois qu'ils mettent dans le barbecue. Tout à fait, parce que il va utiliser non seulement soit des briquettes de bois compressé, de charbon de bois compressé, mais il va également mettre par exemple des essences aromatiques, hein. Il va nous parler de copeaux de cerisier, de copeaux de prunier, de copeaux de poirier, de copeaux de pommier, qu'il va éventuellement remettre, je dirais, à mariner ou à réhydrater dans de l'eau, mais pas que de l'eau, hein, de manière à ce qu'il y ait un dégagement de fumée, un dégagement de vapeur aromatique. Je rappelle par exemple, je passe un peu du coq à l'âne, mais je dirais du coq au canard, que la recette traditionnelle du canard laqué à la pékinoise se fait avec une cuisson au bois de jujube. Or, la jujube, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre dont on extrait, je dirais, le principe aromatique qui permet de faire des bonbons qu'on appelle des jujubes. Hein, oui. C'est un bonbon noir comme ça qu'on trouvait, je dirais, surtout anciennement, et qui avait une forme de petits losanges. Alors forcément, quand vous cuisez, quand vous fumez vos viandes avec des bois qui ont des goûts spécifiques, vous transmettez à la viande le goût spécifique des bois que vous avez utilisés, bien entendu. Oui, voilà. Formidable. Mais là, on est dans des livres qui sont faits par des champions du barbecue, des champions du monde, hein. Donc forcément, on a affaire à des recettes très complexes, des recettes très particulières. Quasiment pour chacune des pages du livre où il donne une recette, il y a un mélange d'épices spécifiques, par exemple. Là, il va vous rendre un mélange d'épices adapté à la préparation qu'il fait, et la réalisation même de la cuisson, je dirais, demande toute une série d'étapes avec la marinade, avec des injections, avec des types de cuisson parfois différents qui se suivent. C'est assez complexe, et ça, j'ai pas voulu en parler parce que à ce moment-là, on va avoir des choses qui sont vraiment trop spécifiques et qui demandent trop d'explications techniques qui ne sont pas intéressantes à écouter sous forme d'un podcast. Évidemment, il faut les lire, hein. Là où je voulais en venir, c'est que la différence quand lui prépare un barbecue par rapport à moi qui prépare un barbecue, il risque d'avoir la même différence que quand moi je vais préparer une entrecôte béarnaise et puis je vais la manger dans un restaurant étoilé. Évidemment. On risque d'être dans le même genre de... Certains vont voir la subtilité, d'autres risquent peut-être même de pas s'en apercevoir. Bref, je vois que le livre coûte environ 12 € d'occasion et 22,09 €, donc c'est pas encore... Oui, bon, je l'ai payé un peu plus, je l'ai payé 25 €, mais enfin, voilà. En librairie, parce que tu vas en librairie. En librairie, évidemment. Tu soutiens le petit commerce. Voilà, j'ai fait vivre le petit commerce. Oui, mais c'est très bien. En attendant... Je pense, oui, nous allons pouvoir prendre congé de tous nos auditeurs maintenant. Oui, ben justement, mais je tenais encore à faire passer deux petits messages. Si vous voulez nous soutenir, justement, faites vos achats. Si vous voulez ne pas soutenir le petit commerce et faire vos achats quand vous avez le temps et que le petit commerce est fermé, passez par Amazon par exemple, vous cliquez sur le lien que je mets dans les notes de l'épisode d'un produit, comme ça, et vous passez par ce lien, ça vous coûte pas plus cher, et nous, ça nous fait des petits sous-sous. Ou alors vous allez tout simplement vous abonner via Tipeee. Alors, il me reste des cuillères en bois. J'ai eu des auditeurs qui ont répondu à l'appel qu'on a fait les 2 derniers épisodes. Et j'en ai même envoyé aux États-Unis. Alors, je réserve une offre particulière à ceux qui sont abonnés à la liste email. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, tant pis pour vous. J'enverrai le message à ceux qui ont l'email et ça va être... tu te souviens, Guy, tu avais parlé qu'on avait différents modèles de cuillères en bois. Oui. Eh bien voilà, ceux qui sont... Il y avait 3 modèles différents. Hein. Oui, ceux qui sont abonnés à la liste email et qui répondront à l'action que je leur demanderai de faire, qui ne demandent pas grand-chose, juste quelques minutes de leur temps, je leur enverrai les 3 modèles. Voilà. Comme ça, on va penser à nous. Oui, en plus c'est bien pratique. Bon, elles ne seront pas dédicacées. Alors, prochain épisode, tu nous parles de... On va aborder les beurres. Hein. Des beurres, et après... Il y aura 2 épisodes pour les beurres. Alors j'aurais pu en faire un 3e, mais comme je ne tiens pas à ce que nos auditeurs soient lassés... C'est un peu lourd, non? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Je vais vraiment donner ici plein d'idées à tous nos auditeurs. Il y avait des beurres qu'on peut utiliser par exemple pour griller des fruits en dessert. Mais ça, je les donnerai l'année prochaine. Oui, non, ça va pas... On devra attendre 1 an. Je suis désolé. Même pas un, juste parce que tu viens de nous donner l'eau à la bouche?
Ah, il faudra attendre un an et nous écouter pendant un an. Oui, attends, la prochaine fois que je te vois avec la cuillère, je vais bien te... Oui, mais on risque pas de se voir très rapidement, donc il n'y a pas de problème, non. Je n'ai pas peur. Non, on a déjà pris un rendez-vous et ça, c'est une grande surprise. On va peut-être lever un coin du voile. Mais on va pas dire qui quand même, hein. On va laisser un peu de suspense. On a l'opportunité de rencontrer et d'interroger un tout grand monsieur, une très très grande pointure de la grande gastronomie française. Et pas qu'un finalement. Pas qu'un, mais je dirais que le premier avec lequel nous avons commencé à prendre le rendez-vous et qui a accepté gentiment de nous recevoir, nous n'allons pas dire qui c'est, hein, parce que sinon il va être assailli de pauvre monsieur. Hein. On va, en fait, voilà, moi j'ai prévu mes vacances, on va faire une petite tournée en France, on prend le studio de poche et puis on va aller poser notre micro un peu à gauche, à droite. On risque de se retrouver un petit peu au milieu là. Chacun de notre côté, on va voyager dans les belles contrées que la France nous offre. Nous allons en tout cas nous donner rendez-vous, je dirais, dans la France profonde et particulièrement gastronomique pour aller interroger ce monsieur. Voilà. C'est monsieur, parce que moi j'ai d'autres personnes. Il y en aura plusieurs, mais enfin, en tout cas le premier. Voilà. On a d'autres personnes et puis on va vous réserver ça pour la rentrée. Donc, en tout cas, merci de nous rester fidèles pendant cette période de Coupe du Monde. Je vois qu'il y a des gens qui continuent à nous écouter et ça fait plaisir. Parce que c'est un débat que j'ai avec d'autres podcasteurs sur la... Moi, je suis sur un groupe de podcasteurs. Ils se disent non, c'est pas possible. Les jours de match à la Coupe du Monde sont bons pour la Coupe du Monde de football qui se déroule au moment où je vous parle. Ils voient les écoutes qui chutent. Et les gens qui sont là, mais il faut pas s'inquiéter. Les gens ont autre chose, ça va pas durer longtemps. Mais moi, je remarque pas ça. Donc, je vous remercie infiniment de pouvoir occuper votre temps libre. Si vous êtes supporter de foot, c'est que vous continuez à nous écouter quand il n'y a pas foot. Et je suis très content de pouvoir agrémenter vos oreilles de notre contenu intéressant. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt, au revoir.